En Conseil des ministres de ce mercredi 29 septembre 2021, le chef de l'État a sollicité une section extraordinaire au Parlement sur le vote de loi sur la femme. Le président de la République, conformément à la loi, a saisi l'Assemblée nationale pour demander la convocation d'une section extraordinaire. L'enjeu est d'examiner et de voter en procédure d'urgence 4 dossiers, dont le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme. Ce projet de loi vise à renforcer l'arsenal juridique destiné à promouvoir et protéger la femme contre les violences basées sur le genre. Il se justifie par la persistance, voire la prolifération de situations de violence physique et morale intolérables. Le nouveau texte de loi prévoit donc des réponses juridiques et judiciaires appropriées. Il définit les mécanismes de prévention, de détection et de répression des infractions basées sur le genre. Conséquemment, des modifications seront apportées au Code pénal, au Code de procédure pénale, au Code des personnes et de la famille et à la loi sur l'embauche. Celle-ci vise particulièrement l'introduction dans ces textes de dispositions favorables à l'écoute judiciaire des victimes, à leur prise en charge et leur protection. Elles instaurent, par ailleurs, la mise en place d'un fichier national des personnes condamnées pour des infractions commises à raison du genre. La date du 7 octobre est retenue pour ouvrir cette session extraordinaire sollicitée par le chef de l'État. Un projet de loi très apprécié dans le rang des députés. Mais écoutez, ça c'était nécessaire. Vous savez, je suis enseignante à l'université et dans le domaine, je sais ce qui se passe. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, si on se plaint du taux de déperdition, en tout cas du nombre de femmes pas suffisant dans les instances de décision, dans certaines sphères, chez nous, dans notre pays, c'est beaucoup lié au fait qu'à l'université, dans tout le système de formation des femmes, il y a une déperdition énorme qui est liée au harcèlement sexuel. Et je salue le gouvernement de prendre des mesures fortes pour dissuader cela et protéger davantage les femmes béninoises, qu'elles se sentent en confiance, qu'elles puissent embrasser tous les domaines qui leur sont chers, tous les domaines où elles ont envie d'exprimer leur talent sans avoir peur, sans avoir la peur au ventre qu'un individu pourrait, ou quelqu'un de par sa position, pourrait les empêcher d'aller loin ou d'exprimer leurs envies, leurs besoins. Protéger davantage la femme et la fille aussi. Et la fille aussi, la femme et la fille. Parce que vous savez, tout le monde est d'accord là-dessus. Nous sommes une majorité. 52% ou même plus de la population béninoise, mais tout le temps marginalisée, frustrée, oppressée. Donc on a besoin de ça. Et je profite alors de l'occasion pour dire un grand merci au président de la République pour le soutien, l'engagement, tout ce qui suit et ce qui se fait à l'endroit de la femme béninoise et la fille béninoise pour notre épanouissement. Déjà à travers la redynamisation et la restructuration de l'Institut national de la femme. Nous sommes une minorité au Parlement, hein, les femmes. Mais vous allez voir que la minorité que nous sommes capables de faire bouger les lignes, de faire trembler, enfin, de retourner les tables, si on peut dire ça comme ça. Nous, on attend parce que ça maintenant c'est un outil qui nous permet d'être présentes. Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, opinant sur le sujet, c'est une loi qui viendra renforcer l'arsenal juridique et en rétablissant les femmes dans leurs droits. On peut dire que le gouvernement ou le chef de l'État, ou le gouvernement et le chef de l'État ont joué l'acte à la parole parce qu'il y a à peine une semaine que nous évoquons ce projet de loi et à peine une semaine que le chef de l'État a rencontré les députés après l'avoir rencontrer les maires, rencontrer les députés pour leur parler de son initiative, donc de poursuivre dans sa volonté d'asseoir l'autonomisation de la femme sur un certain nombre de bases solides. Après l'avoir remis en charpente
remis en selle l'Institut de la femme en la dotant de nouvelles prérogatives, dont celle d'être en justice. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement lui donne d'autres moyens, les moyens juridiques, les moyens de droit, non seulement à cet institut, mais également à la femme. Et vous comprendrez, vous l'avez suivi, que ce projet qui est déposé, notamment, n'est pas un projet nouveau. En réalité, il renforce et il complète l'arsenal qui existait. N'oubliez pas qu'il y a déjà une loi de 2006 qui porte répression du harcèlement sexuel. N'oubliez pas que le Code de la famille de 2004 aménage un certain nombre de dispositions en faveur de la femme. N'oubliez pas que le Code pénal, le Code de procédure pénale sanctionne déjà un certain nombre de comportements. Aujourd'hui, ce texte revient complète ces dispositions qui existent, mais les modernise, les actualise. Et donc, contrairement à ce que certains ont pu dire, certains ont pu croire en disant que bon voilà, c'est encore une loi de plus. Non, c'est une loi qui renforce l'arsenal existant, le complète, le modernise, et donc son vote rendra la femme beaucoup plus autonome et en tout cas lui donnera beaucoup plus de moyens de s'autonomiser et donc de se manifester, de s'éclore dans la société sans craindre nécessairement les pesanteurs notamment liées au genre. Et voilà le 7 octobre 2021, le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin sera examiné et possiblement voté à l'Assemblée nationale. On a entendu les députés à l'occasion du séminaire spécial organisé pour réfléchir sur cette loi. Ils ont dit que cette loi a de fortes raisons de pouvoir passer à l'Assemblée. François-Xavier Noumon, est-ce que vous êtes féministe ? Non, pas besoin d'être féministe pour défendre cette loi. C'est une longue cause. Je pense que compte tenu de l'importance, avant même cela, c'est une question d'égalité. Je pense que compte tenu de l'importance des femmes dans notre société, on est des pères de famille, on a des sœurs, on a des mères. Je pense qu'on ne peut pas accepter que les femmes soient des victimes expiatoires des dérives des hommes. Donc, pas besoin d'être idéologiquement connoté pour défendre ce projet de loi. Après, effectivement, et d'ailleurs, ce projet de loi ne protège pas que les femmes, ça protège aussi les hommes qui sont victimes de violences, parce que ça existe. Compte tenu de leur sexe. Oui, évidemment, ça existe, Gilles Christi. Ça existe des hommes qui sont... Vous en parlez avec une certaine certitude. Oui, il faut le dire. J'ai envie de demander si vous y avez assisté une fois. Il y a des hommes qui sont victimes d'harcèlement, des hommes battus, c'est pas anecdotique. Des hommes battus, donc ce n'est pas un projet juste pour les femmes, mais il est important en tant que société de pouvoir, disons, endiguer ces dérives-là, et quoi de mieux qu'une loi qui reprécise, qui requalifie un peu ces faits, et je pense que le dispositif répressif a été un peu plus renforcé. C'est accompagné aussi d'un dispositif d'écoute qu'assumera l'Institut national de la femme qui se portera partie civile à chaque fois que ces cas se présenteront, parce que souvent, on parle souvent de double peine, les victimes, en plus de ne pas être crues, en plus d'avoir la pesanteur sociologique, certaines se trouvent encore plus impactées par des questions de moyens, de pression, ainsi de suite. Donc l'Institut national de la femme jouera ce rôle quand même de protection pour permettre aux victimes de s'ouvrir et de pouvoir porter plainte le cas échéant. Donc je pense qu'on est dans une bonne dynamique, et le fichier national de ce que j'appelle on dira que c'est pas le nom, mais des délinquants sexuels, c'est comme ça qu'on l'appelle un peu partout en Europe. Donc vous serez fiché à chaque fois que vous serez épinglé. Vous serez épinglé et condamné. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la libération de la parole qui fait que des noms sont jetés en pâture sans que leur culpabilité ne soit pas prouvée. Mais il n'en demeure pas moins qu'une fois que vous êtes condamné par la justice, le juge pourra décider de votre inscription à ce fameux fichier. Est-ce que cette loi peut vraiment corriger peut-être les inégalités dans notre société, notamment les abus que subissent toute personne confondue à raison de son sexe? Je dis d'emblée oui. Oui, parce que si on observe ce qui se passe et la manière dont les choses
on vit les choses au sein des familles, en tout cas, entre hommes et femmes. Je crois que ça peut valablement corriger les trucs. Parce que, quoi qu'on dise, pour les femmes, il y a eu suffisamment d'abus. Oui. Il y en a. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'elles sont ce qu'elles sont, elles aussi, elles en abusent parfois, ce qui pousse les hommes à faire ce qui font. Là, vous êtes en train de justifier quand même. Non, je ne justifie rien. Une tentative quand même. Non, justification. Regardez ce qu'on vit. Je crois que c'est vrai, il y a trop d'abus, les femmes sont abusées, maltraitées, il va falloir corriger ce tir. Comme vous l'avez dit, on a des sœurs, on a nos mères. Et quand vous êtes témoin de ces scènes, moi je vous dis, même jusqu'à là où on parle, il y en a encore autour de moi qui après 5 enfants, décident de vider la femme. Mais vous voulez aller où? Et la femme lui dit, mais écoute, ta loi a déjà sorti une loi, tu ne peux pas me aider. Alors, donc, au fait, c'est juste un exemple. Donc, la loi est déjà dans la tête des personnes, puisque c'est la dame. C'est la dame qui oui. Donc, au fait, il y a beaucoup de situations. Et donc, je crois que ça pourra corriger ce qui est là et au fil du temps. On va améliorer ce qui reste à améliorer. Mais il y avait quand même des lois, non? Il y avait le code de la famille qui n'ont pas pu protéger entièrement les femmes. Quelle garantie attend que là, ça va changer? Non, je pense que en prenant connaissance de ce nouveau corpus, il y a eu un renforcement du dispositif. Il y a des précisions qui sont apportées. Il y a les liens de subordination qui sont indexés, c'est-à-dire que si le cas est avéré entre un formateur, un enseignant et un étudiant, le consentement de l'étudiante ou de l'apprenante est nul. Tout à fait. Dans les cas des mutilations sexuelles également, parce que ce n'est pas seulement le cas ce ne sont pas seulement les cas de harcèlement, de viol, et ainsi de suite. Il y a le cas des mutilations génitales. Vous êtes systématiquement coupable. La loi ne veut pas savoir exactement comment ça s'est passé. Vous êtes coupable parce que là aussi le consentement de la personne est non avenu. Le mariage précoce, on ne veut pas savoir si c'est la fille, les parents. Dès que c'est fait, vous et tous ceux qui ont contribué sont emprisonnés et ont des amendes. Donc je pense que ça vient balayer un large spectre de violences faites à raison du genre, et ça pourrait vraiment, je pense que ça pourrait vraiment changer la donne, d'autant plus qu'on parle de la création d'une chambre spéciale à la Criette, et c'est le mérite de cela, puisque les gens, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, évidemment, parce que les tribunaux... On a dit Criette quand même, hein? Oui, Criette, simplement parce que l'État se dit... Infractions économiques et de terrorisme. Oui, on a du mal à savoir... Disons que l'État veut surfer sur le succès, la célérité, en tout cas l'efficacité de la Criette. En créant une chambre spéciale, ça veut dire techniquement qu'il y a des juges spécialisés, des OPJ spécialisés pour que les procédures aillent vite. Puisque dans ce type d'affaires, c'est la charge de la preuve qui est la plus importante. Il faut que l'OPJ qui est en face de la victime au premier abord, puisse prendre les précautions, les dispositions nécessaires pour ne pas biaiser l'affaire, pour essayer d'avoir les preuves suffisantes, parce qu'après, c'est ça qui décide la suite de la procédure. Donc, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de spécialiser tous les corps qui travaillent à cela et de créer une chambre spéciale pour pouvoir aller au bout de ces affaires. Et n'oublions pas que nos tribunaux traditionnels sont engorgés par les affaires domaniales en priorité. Affaires domaniales précisément. Mathieu Bocor, par rapport à cette loi, c'est vrai, tout à l'heure on a balayé un peu brièvement la situation des femmes, on a parlé un peu de l'efficacité de ce nouveau dispositif législatif, mais on a suivi un peu le séminaire spécial qui a connu la présence du chef de l'État, où les débats sont allés dans tous les sens. On a scruté tous les horizons, toutes les pistes possibles, où par exemple les filles, peut-être étudiantes, élèves, pourraient vouloir en découdre personnellement avec des enseignants, etc. Où le chef d'État a dit effectivement, même des filles aussi harcèlent les enseignants. Après, il faudra peut-être que l'Assemblée réfléchisse à tous les contours pour que la loi dispose de tout, enfin, de toutes les manières, non? Évidemment, lorsque vous entrez dans les collèges publics,
une convention au niveau des tenues dans les collèges publics ou même privés aussi, peut-être parfois, une convention en fait, il y a des textes, un code vestimentaire régit bien évidemment. Je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse l'étendre même dans les universités publiques, pourquoi pas. Lorsque vous entrez à l'université d'Abomey-Calavi, vous voyez pas mal de choses en tant qu'enseignant, d'abord en tant qu'étudiant aussi. Et je pense personnellement... Entendons-nous bien, vous n'êtes pas en train de mettre les dérives des uns et des autres sur le compte des tenues vestimentaires des étudiants. Pas du tout, parce que lorsqu'on parle d'harcèlement, il y a aussi un facteur qu'il faut analyser. Le facteur habillement aussi compte. Lorsque le professeur, avant qu'un enseignant ne vienne harceler une étudiante ou une élève, il faut que votre code vestimentaire soit bien établi. Le boubou, oui. Vous avez beau mettre un boubou, on pourrait mettre le boubou, mais s'il y a harcèlement, on pourrait savoir. Mais je pense que dans nos universités publiques, les filles ne s'habillent pas très bien. Soyons très sincères. Et je pense que même au niveau, il faut vraiment réfléchir. Et il faudrait qu'il y ait de méthodes, au niveau de cette dispositif de loi qui seront et que les enquêtes aussi soient suffisamment. Oui, mais bon, c'est important de préciser que la loi ne tient pas compte de ce que vous dites. Tout à fait. Vous ne pouvez pas aller dire que c'est parce que non, je sais personnellement. Elle vous a provoqué que non. Je sais. Parce que ça c'est quand même une limite. Il ne faut pas que nous encouragions cela. C'est pas parce que non, c'est parce qu'elle est provocante que non, c'est difficile pour le prof, non. Et déjà à l'université, on est considéré comme adulte. On ne peut pas régenter ce que les gens portent à l'université. On n'est pas dans un collège. L'université, on est déjà dans le monde réel. Donc vous n'allez pas régenter comment 2000 ou 20 000 personnes mais cela l'empêche aussi, François-Xavier. Les codes vestimentaires, quand on est dans le supérieur, on est dans un autre monde. Et vous ne verrez jamais ça dans aucune université, à moins que les universités privées, que dans les universités publiques, on ne peut pas contraindre les gens à se... Parce que c'est encourager le fait que, il faut que... On griffe, c'est la faute des filles. C'est de ça qu'il faut se méfier. C'est-à-dire que quelque part, elle a bien cherché. Parce que quand ça commence comme ça, on finit là. C'est quelque part, les filles aussi. Non, je pense que il faut... nous avons tous des pulsions. Donc je pense que le travail à faire, c'est de travailler sur nos pulsions et ne pas mettre ça sur le dos de ce que les femmes ou les filles pourraient présenter. Évidemment, mais toutefois, il faut préciser que au-delà de tout, qu'on puisse quand même trouver le juste équilibre. Oui, pour que les hommes ne savent pas. Votre message a été compris. Voilà, vous avez été suffisamment explicite, me semble-t-il. Vous allez nous parler maintenant de la dernière journée de négociation gouvernement et centrale et confédération syndicale. Et oui, dernière journée de négociation gouvernement et centrale syndicale, c'était ce vendredi 1er octobre 2021. Des conclusions idoines ont été prises pour une rentrée apaisée. Seulement que Gilles-Christ Tchidi, dans certains établissements de Cotonou, certains établissements sont confrontés à l'inondation et bien évidemment montée de la crue du lac Nokoué, la raison principale résumée dans cet élément. Les travaux de la première section ordinaire de la Commission nationale et de concertation, de consultation et de négociation collective ont pris fin ce vendredi 1er octobre 2021. Démarrée depuis le vendredi 10 septembre 2021 à Cotonou, cette session a permis au gouvernement, les centrales syndicales et confédérations d'échanger autour de 3 points fondamentaux. Il s'agit notamment des diligences effectives dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, de l'examen des doléances des travailleurs reçus à l'occasion de la fête de travail le 1er mai 2021 et des questions diverses. À la fin des travaux, un point minutieux est fait. Il ressort de nos échanges que des progrès significatifs ont été enregistrés sur la plupart des questions débattues. Premièrement, en ce qui concerne les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire, au niveau des enseignants maternels et primaires, le virement des primes de rentrée des enseignants dans les différentes banques a été effectué. Les subventions octroyées habituellement aux écoles ont été mises en place à temps. La promotion de 513 enseignants comme directeurs d'école a été faite et
faite à temps, notamment avant la rentrée scolaire. Au niveau des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le virement des primes de rentrée a été fait aussi à temps, de même que la nomination des responsables administratifs des établissements publics. En ce qui concerne les aspirants, les mesures ont été prises à temps et que la plupart d'entre eux ont pu rejoindre leur poste avant la rentrée scolaire. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je veux noter l'organisation de l'accueil et de l'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements à travers le développement d'une plateforme sur laquelle ces bacheliers se sont inscrits pour faire le choix de leur filière. Je note aussi le démarrage du processus de désignation des responsables aux hautes fonctions de direction des universités, des écoles et instituts. Ces travaux sont en cours et se termineront incessamment. Et enfin, au niveau du supérieur, notez que les enseignements du supérieur inscrits sur la liste d'aptitude du CAMES en 2019 et en 2020 ont été reclassés et le recrutement de 100 assistants est en cours. Le deuxième point principal de nos discussions qui concerne donc l'examen des doléances des travailleurs reçus à l'occasion de la fête du travail le 1er mai 2021 a été le point principal qui a occupé nos travaux. Au niveau du secteur public, les doléances satisfaites se présentent ainsi qu'il suit. Le paiement de rappel aux enseignants du primaire et du secondaire, la dotation des formations sanitaires matériel adéquat pour permettre au personnel soignant de se protéger efficacement contre la Covid, le renforcement du plateau technique de bon nombre de formations sanitaires, la dotation de formations sanitaires à médicaments, matériels et consommables et médicaux indispensables, le recrutement d'agents de santé qualifiés au profit des formations sanitaires et enfin la prise des actes de gestion de la carrière des agents de l'État et sa poursuite. Au niveau du secteur privé, les échanges ont porté essentiellement sur 3 points. Premièrement, donc, la ratification des conventions sur les travailleurs et travailleuses domestiques, sur l'inspection du travail dans l'agriculture et sur la politique de l'emploi. Deuxièmement, la hiérarchisation des salaires suite au relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, en 2014. Et troisièmement, le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti. La session s'est fermée dans une ambiance conviviale, ce qui augure d'un bon rendement pour le bien de toutes les parties prenantes. Seulement que certains apprenants éprouvent des difficultés à rallier les établissements. La faute est liée à la crue du lac Nokwe. C'est le cas des quartiers Ladji et Vossa où l'inondation d'Itsaloa, une année scolaire presque menacée. Quand je quitte la maison, par exemple, pour aller à l'école, là, c'est difficile, c'est très difficile pour nous. Arrivé à ce niveau-là, les gens refusent de partir dans l'eau. Mais ils prennent beaucoup d'argent chez nous pour le déplacement. Je passe dans l'eau pour aller à l'école. Nous avons très souvent, à des années données, une situation, c'est ce qui n'est rien d'autre que la crue. À votre arrivée maintenant, vous constatez déjà le recul de l'eau. Sinon, c'était vraiment débordé et les enfants n'ont pas d'autre choix d'arriver à l'école qu'avec la pirogue. Tout s'est bien passé entre gouvernement central et confédération syndicale, seulement que certains apprenants peinent encore à rallier leurs établissements pour raison de la crue liée au lac Nokwe. Voilà, peut-être que ça va se régler puisque les saisons pluvieuses sont en train de prendre fin pour le moment. Mais on peut dire, Théodule, qu'entre le gouvernement et les centrales des confédérations syndicales, les négociations se déroulent comme sur des chapeaux de roue. Ah ben oui, c'est ce qu'on a constaté depuis quelques années, depuis 2016 d'ailleurs. Donc ça reconforte. Après 2016 après 2016, ça a été chaud quand même. Tout à fait. Il y avait eu une grande grève à l'arrivée. À l'arrivée. Bon, donc, de toute façon... Depuis quelques temps, ça ne se plaint plus. Ça ne se plaint plus. Beaucoup trop quand même. Voilà, et ça fait plaisir. C'est pour le bien de tout le système éducatif, les parents, les enseignants et puis les responsables syndicaux qui discutent véritablement. Nous remercions le gouvernement qui a pris ce dossier à bras le corps avec une certaine hauteur, une certaine parcimonie. On essaye de discuter avec eux pour comprendre ce qu'ils veulent et faire des projections. Nous sommes sur un terrain syndical, c'est vrai, ils sont jamais, le monde syndical n'est jamais satisfait. On demande toujours, oui, mais on a trouvé la belle manière
de les contenter et puis de gérer la situation. Et donc, on est heureux, on souhaite que ça continue. Voilà. Cette accalmie-là que nous notons, ce calme et surtout cette sérénité dans les négociations, est-elle due à la loi qui a encadré le droit de grève ou est-elle due à ce que le gouvernement les contente vraiment, François Xavier? Je pense déjà qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. La restriction, en tout cas l'encadrement du droit de grève a permis a eu comme conséquence une réorientation des moyens de lutte de ces syndicats. Beaucoup ont fini par adhérer à la dynamique du gouvernement sans être forcément complices. On peut se féliciter de ce que le dialogue social quand même est en bonne place. Oui. Et effectivement, sur ces dernières années, vous pouvez quand même remarquer que le gouvernement essaye dans la mesure du possible de contenter les revendications des syndicalistes. Donc je pense qu'il y a vraisemblablement comme un pacte de confiance entre ces deux parties qui est de nature à favoriser en tout cas une bonne gestion de l'année académique et sur divers d'autres plans. Ce qui est palpable, c'est que les syndicalistes arrivent à s'exprimer tranquillement, à exposer leur point de vue, leur désaccord avec le gouvernement. Mais sur ces dernières années, je pense qu'on est dans la même droite ligne. On arrive quand même à trouver des points de convergence et on arrive quand même à travailler ensemble pour plus d'efficacité et pour que les apprenants au final puissent travailler dans de meilleures conditions. Et les plus heureux dans tout ça, ce sont les parents d'élèves, ce sont les usagers des hôpitaux et des tribunaux, Mathieu Bokor. Oui, évidemment, c'est vrai que sur certains points, on ne s'entend pas toujours, mais je pense qu'au finish, lorsque les conclusions arrivent à être idoines, il faudrait quand même qu'on puisse saluer le gouvernement. C'est vrai que ce n'est pas de notre rôle, mais quand on voit déjà ce qui a été fait depuis le 10 septembre jusqu'au 1er octobre, je crois que c'est 3 points qui ont été mis sur tapis et je pense que personnellement, il y a eu débat autour et les centrales et confédérations syndicales, notamment sur la question liée à la pandémie. Vous savez que c'est une rentrée sous Covid. Ce débat a eu lieu. Les enseignants se demandaient comment ça allait se passer. Je pense que le gouvernement a apporté ces clarifications et a pu convaincre quand même ces centrales et confédérations syndicales. Sur certains points, il reste encore à discuter. Oui, même loin des caméras. Et je pense qu'avec le temps, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire pour que les enseignants, pour que les travailleurs du secteur public puissent trouver satisfaction. Pourquoi pas aussi du secteur privé. Mais avec un peu de recul, peut-on dire que les gouvernants aujourd'hui, peut-être parce que les interlocuteurs directs des centrales et confédérations syndicales à l'occasion de ces séances de dialogue, c'est le ministre d'État, chargé du plan de développement, Abdoulaye Biotchane, peut-être la ministre de la fonction publique, Adija Toumatis, etc. Est-ce que les ministres actuels sont beaucoup plus attentifs que par le passé, ou est-ce que ce sont nos syndicalistes d'aujourd'hui qui sont plus sages que par le passé? Il faut voir deux choses. La première chose, c'est d'abord le système de gouvernance qui est mis en place. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand vous avez un gouvernement qui comprend en fait les problèmes réels de ces travailleurs et qui a des projections pour dérouler l'ensemble de son programme, il y a de quoi aller sur un terrain de négociation, ce que nous voyons ici. Alors même quand on observe les ministres qui sont là, en fait, ils ne sont pas à leur première expérience de gouvernement. C'est des gens qui avaient occupé des postes, même des postes ministériels. Ils ont géré des frondes. Ils ont géré des frondes. Et donc aujourd'hui, on a de la maîtrise, on a de l'expérience, on sait ce qu'on veut faire. Je crois que ça a beaucoup milité pour qu'on ait ce calme. De l'autre côté, ceux qui sont là, les responsables syndicaux aussi, ils savent que ceux qu'ils ont en face d'eux savaient bien quelle était la forme de lutte qu'on menait et comment est-ce que ça se menait. Aujourd'hui, il va falloir peut-être, ils ont opté pour l'accalmie, comme vous l'avez dit, discutons. C'est vrai, il y a des choses à faire. Nous ne pouvons pas tout vous concéder. Il y en a qu'on va vous concéder, le reste à voir avec le temps, parce que quoi qu'on dise, ce qu'on réclame, c'est une question de ressources. Et nous disposons de quelles ressources? Le Bénin. Alors, entièrement une économie
essentiellement fiscal. Alors, donc, il va falloir réfléchir. Je crois que chacun, d'un côté comme de l'autre, il y a cette concession qu'on a essayé de faire et donc, on discute calmement, ce qui fait plaisir. Voilà. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les syndicalistes, ils parlent quand même. Parce qu'il ne faut pas que les gens croient que... Ah mais oui, ils l'ont toujours dit. Ils donnent de la voix. Ils donnent de la voix, toujours. On ne les empêche pas de parler. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Ils défendent les leurs et tout. Mais l'autre chose, c'est de voir qu'est-ce que vous donnez. C'est comme un père. Tout à fait. C'est comme un enfant qui réclame quelque chose à son père, mais le père ne peut que lui donner ce qu'il y a en fonction de ce que nous avons comme économie. Oui, juste, je pense qu'il faut se féliciter du fait que les syndicalistes, que nous avons, en tout cas, pas pour faire un jugement de valeur, quand même, que les syndicalistes que nous avons aujourd'hui s'adaptent, se mettent à la hauteur du gouvernement, des réalités de l'heure et du gouvernement aussi. Je pense que plus les protagonistes sont pas forcément, on ne partage pas forcément les mêmes ambitions, mais arrivent à créer un cadre de concertation responsable. On est loin des invectives qu'on a connues par le passé, des éclats de voix, des prises de parole intempestives. C'est vrai que quand ça se passe comme ça donne de la matière à la presse, à la polémique. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de matière polémique. Mais aujourd'hui, on est dans des discours on ne peut plus responsables. On expose les points de façon claire, on fixe les limites et quitte après, au bout des négociations, de faire bouger ces limites ou non. On a vu, je n'ai pas suivi le compte rendu de cette rencontre, mais l'autre rencontre qui avait précédé la rentrée, on a vu des syndicalistes dire au gouvernement leur désaccord sur cette question de la vaccination. Oui, voilà, donc ça c'était clair. Donc je pense fondamentalement que le dialogue social a atteint quand même un niveau de maturité, voilà, un niveau de maturité qui est de nature quand même à protéger un peu plus les travailleurs de la fonction publique et leur donner de véritables garanties pour l'avenir. On parlait tout à l'heure de l'école. C'est vrai que ces dernières années, avec la célérité, la sérénité que l'on note entre les syndicalistes et le gouvernement, on semble noter quand même une amélioration des résultats de fin d'année. Oui, c'est une conséquence immédiate parce que si les enseignants... Certains se demandent, mais est-ce que du coup, vraiment nos apprenants, nos élèves sont devenus des génies aujourd'hui? Non, pas des génies. Mais est-ce que les résultats, vraiment, est-ce que ces résultats reflètent leur niveau réel? Déjà, je retire ce que j'ai dit. Espérons qu'ils soient tous des génies, parce que ce serait bénéfice pour toute la communauté. Qu'ils le soient, voilà. Bénéfice pour toute la communauté. Quand même. Oui, on a besoin de génies. Oui. Voilà. Il est important quand même de dire que si les conditions de travail sont améliorées, les enseignants sont forcément beaucoup plus efficaces dans leurs tâches quotidiennes, ont beaucoup plus d'heures, ont beaucoup moins de prétextes pour ne pas encadrer comme il faut les apprenants. Moins il y a de grèves, moins il y a d'interruptions de l'année scolaire, plus les apprenants ont de chances d'aller, en tout cas, de suivre, de suivre un parcours harmonieux et forcément les résultats s'en ressentent. Aujourd'hui, la pression est plutôt sur le gouvernement parce que tous ces apprenants qui réussissent, il faut forcément plus de salles de classe, plus d'enseignants, ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a un impératif pour le gouvernement de trouver les ressources pour contenter tous ceux qui passent brillamment en tout cas les examens les uns après les autres. Donc je pense que c'est un processus qui marche et nous devons plutôt tous nous en féliciter. Et justement, on se rappelle, le bac 2020 a battu un record historique, on va dire. C'était le bac 2021, ça a battu un grand record. 64%. Voilà, justement. Je pense que le Bénin a servi d'exemple. Le Bénin est devenu une école en matière de baccalauréat. Alphonse Da Silva l'a martelé d'ailleurs et a précisé aussi que ce sont les actions menées par le gouvernement depuis 2016 qui se sont enclenchées. Vous savez, nous on a fait le constat quand la rentrée a débuté. Déjà, les élèves sont déjà en classe avec leurs enseignants pour recevoir les premiers cours. C'est inédit. Dans les années précédentes, ce n'était pas du
tout évident de loi comme ça. Il y a des établissements qui commencent, les autres ne commencent pas, ou il faut attendre 1 mois, 2 mois après avec certains établissements. Je crois que c'est une révolution et c'est une marche qui est mise en place, c'est une machine. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez les établissements qui sont installés un peu partout, tout le monde démarre au même moment, les directeurs sont au poste. En tout cas, nous, pour tourner, on n'a pas eu de difficulté en tant que tel. Il y a eu tout le monde déjà au poste, les aspirants qui sont déjà déployés, alors qu'en matière d'aspiranat, avant, c'était pas évident. Donc, je pense que chacun sait ce qu'il a à faire et ça permet aux apprenants d'avoir une pression aussi derrière, de savoir que mon enseignant doit être en classe, je dois subir des interrogations et des épreuves, donc, conséquence, je dois pouvoir donner le résultat qu'on me demande. Oui, si vous le permettez, Chris, peut-être aborder un autre aspect de la chose. Oui, nous savons que c'est classique. À la rentrée, en période de pluie, de crue, et puis les salles sont inondées. Moi, c'est un phénomène qu'on vit depuis très longtemps. Alors, il va falloir réfléchir. Et moi, je suis en train de faire une proposition. Quand les zones régulièrement inondées, Ladi, Vossa, etc., est-ce qu'il ne faudra pas peut-être dégager toute la zone, reloger ceux-là, reconstruire les classes ailleurs, puisque on a l'expérience, on a l'expertise, pour qu'on ne vive pas ces phénomènes, les mêmes phénomènes à chaque entrée. Peut-être que le ministère du cadre de vie vous écoute, parce qu'on peut ériger d'autres structures là qui pourront résister à la chose et les reloger. C'est vrai qu'au-delà des localités que vous citez, parce que si vous allez dans la zone, c'est une promiscuité qui ne dit pas son nom, et on se demande si c'est des êtres humains qui vivent dans ce milieu. Bon, en fait, c'est une proposition. Je sais que le gouvernement oui. Tout à fait. Et parlant justement du gouvernement, il a pris une nouvelle décision, Mathieu Bokor, à l'occasion du Conseil des ministres. Il a décidé de raser très prochainement le centre de promotion de l'artisanat et du tourisme. Pas encore en Conseil des ministres, mais je pense que la décision a été prise par le ministre Tourato, bien évidemment, du cadre de vie. Et le Conseil des ministres pas encore en Conseil. Ils n'ont pas encore dit en Conseil des ministres à ce que nous l'ayons, parce que c'est le directeur du centre de l'artisanat qui a porté la décision à ses artisans le mardi 28 septembre dernier. Et je pense que les artisans du centre de promotion et de l'artisanat ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour vider les lieux. Le gouvernement ambitionne renouveler d'ailleurs le centre artisanal. Comment les artisans sur les lieux ont-ils accueilli cette décision? On suit cet élément. Le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou sera bientôt rasé. Le gouvernement ambitionne d'y construire un village artisanal, une galerie d'art et un pôle sportif. Les artisans de ce centre disposent encore de quelques mois pour libérer les lieux. L'information est portée à leur connaissance le mardi 28 septembre 2021 par le directeur du centre. Quand nous avons appris ça, vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Si l'État peut nous laisser en attendant pour qu'on finisse l'année, nous les employés, on va manger comment, on va survivre comment? Mettez-vous à ma place, c'est choquant parce que, vous avez vu, nous constituons une famille ici, parce que ici est notre lieu de travail. C'est ici que nous arrivons à gagner, bon l'an, mal l'an, ce qu'on prend pour envoyer nos enfants à l'école. Nous ne demandons pas de surseoir à leurs décisions. Ils peuvent accepter, ils peuvent continuer, mais qu'ils essayent de nous proposer là où on y va tout de suite, quoi. Vous voyez, on nous a dit en décembre. Maintenant, qu'on nous dise au moins là où on va, là le stress, ça descend un peu. Et là, on ne peut même plus réfléchir pour travailler. L'objectif de cette décision fait suite à l'élaboration du projet Une Africa qui conduira à une métamorphose du centre sans que celui-ci ne perde totalement sa vocation de promotion de l'artisanat. C'est un cri de détresse en quelque sorte, parce que c'est nous que vous voyez ici. Derrière nous, il y a des enfants qui vont à l'école, ils vont manger. Il y a au moins dans la maison là, 60% vivent en location. Si on range nos trucs, nos effets ici, on rentre à la maison, je pense qu'il y aura beaucoup plus de chômeurs encore dans le pays. Moi, je suis très optimiste. Je sais qu'ils vont nous reloger. Parce qu'on contribue aussi beaucoup pour le développement. L'artisanat, ce n'est pas un petit secteur. J'ai foi que les autorités ils doivent faire l'effort de nous trouver forcément où aller. À l'image, par exemple, des autres marchés ordinaires, c'est-à-dire les marchés qu'on a aménagés, Fifadjik, Begame et consorts, le gouvernement a trouvé le nouvel atterrissage pour ces marchands avant de les déguerpir. Mais pour nous, notre cas précis, on ne nous a pas dit là où on va.
mais on nous a déjà donné un délai. C'est le seul marché artisanal qu'il y a au Bénin. Je crois quand même que les gouvernants aussi sont vraiment conscients de l'importance de ce marché et ils ne vont jamais nous déguerpir sans nous trouver un nouveau point de vue. En attendant le lancement des travaux, les artisans ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour libérer les lieux. Et voilà le cri de cœur de ces artisans. 31 décembre 2021, l'ultimatum donné à ces artisans pour vider les lieux. Gilles Critchedi. Voilà, c'est dans le cadre toujours de l'aménagement du territoire, de la construction des... Pas pour vider les lieux, pour trouver un autre emplacement. Vider les lieux, c'est pas... Pour vider ce lieu. Pour vider ce lieu, c'est un peu Nos violent. amis, ils ont parlé de la question du relogement. Ces dernières années ou ces derniers temps, on sait que le gouvernement y pense beaucoup, non? Oui, je pense que ça ne manquera pas dans le dispositif, si tant est que cela est confirmé, puisque comme Mathieu Bocol a dit, c'est le directeur du CPA qui a inventé cette décision. Je pense que comme le gouvernement a pris l'habitude de le faire, ils penseront quand même à un site, peut-être un site provisoire, parce que, en tout cas, dans le Bénin, à Cotonou, pour les quelques touristes qui viennent, c'est le lieu désigné pour aller se procurer de l'artisanat béninois. Je pense que ce site a une histoire, mais comme pour tous les autres projets, c'est forcément parce que le gouvernement a d'autres ambitions, des ambitions un peu plus en rapport avec le développement du pays et l'idée que les chefs de l'État s'en fait, qu'il y a disons, ce nouveau projet à cet endroit-là. Donc, peu ou prou, je pense que les différents acteurs s'y retrouveront. Voilà, Théodule Moussa. Oui, c'est un peu ça. Et ils seront, on va les déplacer, donc les reloger, ils trouvent forcément. Parce que, oui, nous remarquons tous que c'est un centre très important qui est d'ailleurs la vitrine de la ville de Cotonou, quoi qu'on dise. Et les artistes, les touristes, ils viennent se procurer de ces objets artisanaux-là. Et donc, les faire bouger de ce centre, forcément, moi je suis en train de faire, ça c'est personnel, je ne suis pas dans les secrets des lieux, faire un rapprochement avec la descente du chef de l'État sur le site de Agualand. Est-ce que c'est pas un rapprochement? Est-ce que c'est pas une manière de voir où est-ce qu'on peut les loger? C'est vrai que c'est l'État qui détient les terres, les places. Je crois que ce serait un plus, non pas pour faire de la publicité à Agualand, non, mais c'est pour dire que c'est quand même un plus qui donnera à Kassoto, sinon Toba n'est pas loin de Cotonou. Aujourd'hui, nous avons quand même les voies et que tout sera possible. Je crois, j'ai la certitude, comme ça se passe depuis quelques temps, qu'on va essayer de les reloger et ils vont s'adapter et puis la vie continue. Voilà, justement, Mathieu Bocol, le relogement, ça leur tient à cœur. Bon, nous, on n'est pas au gouvernement, mais on croise les doigts pour eux, n'est-ce pas? On va prier pour eux, on va croiser pour eux. Parce que ceux qui ont été bougés à Fillon 1 et à Flacodi ont bénéficié quand même de compensation. Ce qui est évident, il ne faut pas qu'on soit éternel quelque part. Il faut qu'on puisse savoir que... Mais ils ont installé leur empire, si on peut le dire ainsi. Empire, ça l'engage peu. Mais je pense que c'est le gouvernement qui décide. De toute façon, personne n'est éternel. Aucune entreprise n'est éternelle. Donc je pense qu'il y aura forcément une solution. En attendant l'information officielle de la part du gouvernement, on espère qu'ils seront relogés. Tout à fait. Et ils seront pris en compte, leurs doléances seront tout simplement prises en compte, Gilles Christ. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le directeur du Centre de promotion de l'artisanat qui l'a dit le 23 septembre. Et il expliquait que c'était une décision du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. On va parler maintenant de la vaccination contre la Covid-19. Oui, vous savez, l'appel du gouvernement invitant les citoyens à sortir pour se faire vacciner a reçu un écho favorable sur le terrain. C'est le constat fait quand même à Cotonou, toujours dans ce souci de protéger ses concitoyens. Le gouvernement a réceptionné en semaine une dose importante de vaccins et on va faire le point.
Depuis l'invite du gouvernement à se faire vacciner contre la COVID-19, une foule impressionnante est enregistrée sur les centres de vaccination. C'est le constat fait à Cotonou dans quelques centres parcourus. L'appel des autorités invitant les citoyens à se faire vacciner semble recevoir un écho favorable. L'accueil est bon, tout est bon, il n'y a rien à douter là. Pour moi, il n'y a rien de compliqué. Bon, il y a juste un formulaire à remplir et puis c'est fini. Avec votre pièce d'identité ou bien votre permis de conduire, ça va. C'est bon. Ça va des effets de grandeur, mais ça fait un peu mal, mais c'est juste le coup d'aiguille. Donc c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas douloureux quand même. Je dois vous dire que je fais partie des personnes les plus réticentes. Mais aujourd'hui, face à l'ampleur que la maladie prend, j'ai dit qu'il vaut mieux mourir de la vaccination que de mourir de la maladie. Finalement, j'ai décidé de venir faire ma vaccination. Nous pensons que l'appel du ministre a été effectivement reçu par les populations. Parce que depuis quelques jours, nous avons remarqué que les gens viennent beaucoup plus nombreux. Il y a une affluence. Je réponds aux appels de l'État parce que je pense que c'est très important de se vacciner. Parce que je ne veux pas mettre en péril ma famille, donc je me vaccine, tout le monde chez moi se vaccine. Après plusieurs hésitations, nous sommes renseignés. Voilà, est-ce que finalement nous avons pris la décision de le faire? La campagne de vaccination s'accélère au point où le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a procédé ce jeudi à la réception de 332 280 doses de vaccins Pfizer. C'est un don du gouvernement des États-Unis à la République du Bénin à travers le mécanisme COVAX. Cette action solidaire fait suite à un premier don de 302 400 doses de vaccins Johnson & Johnson. Malgré les efforts consentis pour rendre disponible et accessible la vaccination contre la COVID-19, l'adhésion souhaitée de la population est restée en deçà des attentes du gouvernement. Pour combler le gap, mon département ministériel s'évertue au quotidien à offrir les services de vaccination, rapprocher les services des utilisateurs et élargir la gamme des vaccins disponibles sur le territoire. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente cérémonie de réception officielle du premier lot de vaccins Pfizer mis à la disposition du Bénin par les États-Unis d'Amérique à travers le mécanisme COVAX. La meilleure arme pour arrêter la propagation de la pandémie de Covid-19, c'est le vaccin. Je voudrais réitérer la disponibilité de l'Organisation mondiale de la santé et de tous les autres partenaires à œuvrer à la poursuite et au renforcement de leur appui technique et financier au gouvernement du Bénin dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. J'invite ainsi toutes les personnes cibles, en particulier les personnels enseignants et les jeunes, à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Et voilà le vaccin anti-Covid-19 qui s'accélère au Bénin. Une nouvelle dose est venue, pour que les citoyens puissent en bénéficier tout simplement. Ça fait quand même 332 000. Voilà, 332 280 doses de Pfizer, dans des États-Unis d'Amérique. François Xavier-Nomon. C'est une bonne nouvelle en fait. Ce qui me fait sourire, c'est que beaucoup étaient en attente de Pfizer. Oui, tout à fait. Espérons que cette attente soit transformée dans les centres de vaccination. Absolument. Je pense que vous-même êtes intéressé par le Pfizer. ça vous parle, le Pfizer. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, en tout cas par rapport au test, à la fiabilité de ces vaccins, beaucoup sont en attente de ce vaccin qui était entre griffes ouvertes à quelques privilégiés puisqu'on ne l'avait pas. Donc je pense que gageons simplement que c'est ce lot de vaccins qui fait suite au don des États-Unis, mais toujours par le truchement du dispositif COVAX, puisse booster le taux de vaccination dans notre pays. Maintenant, plus de raison d'avoir de colporter quelques ragots ici et là. Pfizer est venu régler tous les problèmes. Ça. Oui, je crois qu'il faut une fois encore rappeler aux autres, certains estimaient qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas suffisamment de vaccins et qu'on faisait le choix. Aujourd'hui, je crois qu'AstraZeneca est disponible, Pfizer et Johnson & Johnson. Et ça fait 4 choix, parce que ça fait Sinovac aussi. Voilà, ça fait 4 choix, effectivement. Et donc, il va falloir le faire. Nous avons besoin de nous sécuriser tout
tout le peuple béninois et que le tableau vaccinal soit vraiment appréciable pour qu'on soit véritablement en sécurité. Voilà, Mathieu Boko, il faut que les citoyens sortent. Mais non, déjà le constat fait sur le terrain est rassurant. C'est vrai qu'il y a d'autres tels que la martelée François-Xavier Noumon qui ne sont pas toujours pour X vaccin ou Y vaccin et qu'ils attendaient Pfizer, François-Xavier Noumon. Je pense personnellement que déjà sur le terrain c'est rassurant et on espère qu'il faut que les citoyens puissent encore sortir pour pouvoir accueillir ces différents vaccins en vue que nous limitions dans quelques cas les dégâts liés à la COVID-19. Voilà. Mais je pense que, je vais mettre un bémol, je pense qu'au niveau ministériel, il n'y a pas de satisfaction par rapport au nombre de personnes vaccinées. Il y a déjà il y a eu une hausse constatée ces dernières semaines, mais ce n'est pas encore au niveau attendu parce que si on continue au même rythme, on risque encore de jeter des vaccins d'ici là. Donc n'oubliez pas, on a reçu je pense qu'on a reçu un second AstraZeneca, il y a Sinovac, il y a Pfizer, ainsi de suite. Donc il faut que, en tout cas, la sensibilisation s'accentue encore, que ce soit martelé pour que nous puissions sortir nombreux pour aller nous vacciner. Théodule, comme ça, de moins en moins, on a quand même de polémiques, de moins en moins. De moins en moins, oui, il faut saluer peut-être le communiqué et que les responsables, les autorités ont sorti parce qu'ils ont sorti pour interrompre, pour en tout cas empêcher tous ceux qui... canaliser un peu tout ça. Ça a joué beaucoup. Sinon, on assisterait encore à des matraquages, des fausses informations qui n'ont pas du tout le sens. Aujourd'hui, on se réjouit et que ça rassure les uns et les autres de ce qu'il faut aller effectivement se faire vacciner. Mais c'est vrai, François-Xavier l'a dit tout à l'heure, c'est pas l'engouement escompté encore au niveau des centres de vaccination sur l'ensemble du pays. La concentration, c'est sur Cotonou, Porto Novo, QID des autres villes. Il va falloir peut-être jeter un regard de ce côté-là et inviter tout le monde à se faire vacciner. C'est une manière de se protéger contre les variants et autres. Voilà. Eh bien, dans quelques instants, ce sera l'entretien en direct, sur nos antennes quand même, l'entretien de ce dimanche. François-Xavier Noumon, vous avez rendez-vous avec Wilfried Nambouedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Oui, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Nambouedji, comme vous l'avez évoqué, a institué, en tout cas depuis peu, des points réguliers de l'actualité, un décryptage régulier de l'actualité avec les organes de presse de la place. Cette fois-ci, il était dans nos murs pour un peu revenir sur quelques questions d'actualité. Évidemment, ces deux projets de loi adoptés en Conseil des ministres et qui, pour transmission à l'Assemblée nationale, la loi sur l'administration territoriale et puis la loi sur les violences faites aux femmes, la protection basée sur les violences basées sur le genre et d'autres questions. On est revenu aussi sur les suites, les lendemains de la rencontre Patrice Talon-Boni-Yahi, les non-dits de cette rencontre et sur cette prise des services béninois en ce qui concerne les 2,5 tonnes de drogue saisie. Donc, ce sont entre autres les questions sur lesquelles on est revenu avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Et les différentes réponses, certainement, vont nous édifier? Oui, vous savez, c'est un homme rompu à la communication. Ce qui est bien, c'est qu'il ne fuit pas les questions, il ne les dribble pas pour user d'un langage, on va dire, sportif. Trivial, sportif. Il affronte les questions telles qu'elles viennent et puis, en tout cas, pour nous, les téléspectateurs se feront leur avis. C'était un exercice assez intéressant. Voilà, merci beaucoup à vous, François-Xavier Noumon. Mathieu Bokom, merci. Je dois préciser que c'était fait avec le collègue Herman Anyambossou de Canal 3. Voilà, justement, et que nous allons suivre donc dans quelques minutes. Mathieu Bokom, merci.
Merci à vous, Gilles Christ. Merci à tous les téléspectateurs. On va donc certainement vous retrouver très très prochainement sur cette même tribune. Rassurez-moi, il ne nous quitte pas. Non, pas du tout. mais il a donc accompli sa première tâche de la journée. On va le retrouver pour le débriefing de cette journée. Tout à fait. Voilà, vous revenez pour la revue de presse et puis pour le débriefing tout à l'heure. Théodule Moussa, donc vous aurez l'antenne à 12h30 pour les deux des éditorialistes. Bien sûr, voilà, on va vous permettre de vous préparer davantage. Oui, merci. Voilà, merci donc merci beaucoup, et à vous. Voilà, vous qui nous suivez.